Dans le parfum des orangers et les rues animées, une enfant offre un collier à un millionnaire et disparaît. Sur le pendentif, un détail impossible à ignorer. Sans comprendre pourquoi, il laisse tout tomber. Ce qui semblait être un simple geste se transforme en une quête qui pourrait tout changer. Première partie. Le soleil de mai filtrait à travers les feuilles des orangers lorsque Marc Dubois sortit de l'hôtel Lutetia, le front plissé et les phalanges blanches de trop serrer sa mallette en cuir italien. La réunion avec les investisseurs arabes avait été un désastre. 3 ans de négociations pour étendre sa chaîne hôtelière en Méditerranée, et voilà que tout vacillait à cause d'un malentendu sur des permis environnementaux. Ses chaussures de cuir résonnaient sur les pavés de la place Dauphine, tandis qu'il composait le numéro de son avocat à Lyon. Il devait prendre le vol de 18 heures pour être de retour à Paris avant minuit. Son empire d'hôtels de luxe ne se gérait pas seul, et chaque minute perdue à Nice était de l'argent qui s'évaporait. « Monsieur, monsieur au joli costume !» La voix enfantine le stoppa net. Marc raccrocha et se retourna, irrité par l'interruption. Une petite fille d'à peine 8 ans, aux cheveux châtains bouclés s'échappant de 2 couettes désordonnées, courait vers lui. Sa robe en coton était délavée et tachée, et ses sandales en plastique faisaient un bruit étrange sur le sol. « Je n'ai pas de monnaie », murmura-t-il, essayant de reprendre sa conversation téléphonique. Mais la petite fille ne s'arrêta pas. Avec un sourire qui contrastait avec son apparence négligée, elle tendit sa petite main fermée vers lui. « C'est à vous, dit-elle, ouvrant sa paume pour révéler un collier artisanal. Ma maman m'a dit de le donner au monsieur aux yeux bleus qui porte toujours des costumes chers. » Marc fronça les sourcils. Le collier était particulier. Une chaîne de cordes tressée avec un pendentif en faïence peint à la main. Les couleurs étaient vives, mais passées par le temps, et quelque chose dans la forme de la petite pièce lui semblait familier. « Ma petite, je ne connais pas ta mère, dit-il, essayant de le lui rendre. Ce doit être une erreur. » Mais quand ses doigts effleurèrent le collier, quelque chose changea. La texture de la faïence, le poids exact de la pièce, le motif de minuscules fleurs peintes en bleu et or. Un flash de mémoire le frappa comme un éclair, un après-midi d'été, 7 ans auparavant, dans un petit atelier d'artisanat en Provence. Une femme au sourire mystérieux et aux yeux couleur miel qui avait insisté pour lui faire un cadeau spécial. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda-t-il. Mais quand il leva les yeux, la petite fille avait déjà disparu parmi les touristes qui remplissaient la place. Marc resta là, immobile, le collier à la main. Son cœur battait d'une manière qu'il ne se souvenait pas avoir ressentie depuis des années. Il retourna le pendentif et ses jambes faillirent céder. Gravées au dos à peine visibles, les initiales MD plus LM à l'intérieur d'un petit cœur. Léa Martin. Ce nom qu'il avait enfoui au plus profond de sa mémoire avec cet été qu'il avait tenté d'oublier. L'été où il avait connu le véritable amour, seulement pour le fuir comme un lâche quand les choses étaient devenues trop intenses. Son téléphone vibra avec insistance, mais pour la première fois depuis des années, Marc ne répondit pas. Au lieu de cela, il se dirigea vers l'endroit où il avait vu la petite fille disparaître, poussant parmi les groupes de touristes, cherchant cette chevelure bouclée et cette robe délavée. « Pardon », dit-il à une fleuriste qui arrangeait des bouquets de lavande sur son étal, « avez-vous vu une petite fille aux cheveux bouclés? Elle vient de passer par ici. » Colette Durand, une femme d'une 50aine d'années aux mains tachées de terre, le regarda avec curiosité. Il y avait quelque chose dans le désespoir de cet homme élégant qui la toucha. « Vous parlez de Manon ?» demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui, elle passe par ici presque tous les jours. Une petite fille très spéciale, mais... » « Mais quoi ?» Colette hésita un instant, étudiant le visage de Marc. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui lui rappelait... « Sa mère est décédée il y a quelques mois, » dit-elle finalement. « Un cancer. La petite vit maintenant avec sa grand-mère dans le quartier du Marais, mais... Enfin, la grand-mère est très malade aussi. » Le monde de Marc vacilla. Il s'appuya contre le comptoir des fleurs, sentant que le sol bougeait sous ses pieds. « Comment s'appelait sa mère ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Léa, » répondit Colette. « Léa Martin, une femme magnifique, peintre. Elle avait un petit atelier près de la Seine. Elle parlait toujours d'un amour perdu, de quelqu'un qu'elle avait connu des années auparavant. » Les mots de Colette s'évanouirent en un bourdonnement. Marc serra le collier contre sa poitrine, sentant que tout son monde contrôlé et parfaitement ordonné s'effondrait. Léa était morte, et il y avait une enfant qui pourrait être « Où puis-je trouver la grand-mère ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Colette le regarda avec compassion et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Rue des Rosiers, numéro 47. Mais monsieur, si vous êtes bien celui que je pense, cette petite fille a attendu très longtemps. » Quand Marc arriva à l'adresse que Colette lui avait donnée, il trouva un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux fenêtres nécessitant des réparations. Il monta les escaliers 4 à 4,
le cœur battant si fort qu'il pensa qu'on pourrait l'entendre depuis la rue. Il frappa doucement à la porte et une voix âgée et fatiguée répondit de l'intérieur « Qui est là ?»« Je m'appelle Marc Dubois. Je cherche des informations sur Léa Martin. » Il y eut un long silence, suivi par le bruit de plusieurs verrous s'ouvrant. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage ridé d'une femme aux cheveux complètement blancs et aux yeux de la même couleur miel que Marc se souvenait de Léa. « C'est vous ?» Ce ne fut pas une question, mais une affirmation. « Léa m'a parlé de vous. Elle a dit qu'un jour vous viendriez. » La grand-mère, qui se présenta comme Geneviève, l'invita à entrer dans un petit appartement rempli de tableaux. Les murs étaient couverts de toiles que Marc reconnut immédiatement comme l'œuvre de Léa. Paysages de Provence, portraits de gens ordinaires, et dans un coin spécial, plusieurs tableaux d'une petite fille aux grands yeux et au sourire radieux. « Manon est sa fille », dit Geneviève sans détour, s'installant avec difficulté dans son fauteuil. Léa ne vous l'a jamais dit parce que vous aviez clairement fait savoir que vous ne vouliez vous engager avec rien ni personne. Marc sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Il se souvint de cette dernière conversation avec Léa, 7 ans auparavant. Elle avait tenté de lui dire quelque chose d'important, mais il avait été tellement obsédé par une fusion d'entreprises qu'il avait coupé court à la conversation, promettant qu'il parlerait plus tard. Ce plus tard n'était jamais arrivé. Quand il était revenu en Provence des semaines plus tard, Léa avait déménagé sans laisser de traces. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché ?» demanda-t-il, la voix brisée. « J'avais le droit de savoir. »« Vous aviez le droit, oui, » répondit Geneviève, avec un mélange de tristesse et de fermeté. Mais elle avait aussi le droit de protéger sa fille d'un homme qui voyait l'amour comme un obstacle à ses affaires. Les mots frappèrent Marc comme des balles, car il savait que Geneviève avait raison. 7 ans auparavant, il avait été exactement cet homme. Il avait traité Léa comme une distraction d'été, quelque chose de beau, mais de temporaire, incompatible avec son monde de conseils d'administration et d'acquisition d'entreprises. « Où est Manon maintenant ?» demanda-t-il. « À l'école. Elle rentrera dans 1 heure. Mais, monsieur Dubois, avant que vous ne la voyiez, vous devez savoir autre chose. » Geneviève se leva avec difficulté et se dirigea vers une vieille commode. Léa savait qu'elle allait mourir. Les derniers mois de sa vie, elle les a passés à préparer Manon pour ce moment. Elle sortit une boîte à chaussures pleine de lettres, de photographies et de dessins d'enfants. « Ceci est sa lettre, dit-elle, lui tendant une enveloppe jaunie. Léa m'a demandé de vous la donner quand vous viendriez chercher votre fille. » Marc ouvrit la lettre de ses mains tremblantes. « Mon cher Marc, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin rencontré Manon. Notre fille a ton même génie pour les affaires, mais mêlée à une compassion que j'espère qu'elle a héritée de moi. Je ne t'ai pas cherché parce que je savais qu'à ce moment-là, tu n'étais pas prêt à être père, mais je savais aussi qu'un jour tu le serais. Manon a une façon spéciale d'atteindre le cœur des gens, tout comme tu as atteint le mien. Je ne te demande pas de changer ta vie pour elle, je te demande de lui permettre de changer la tienne. Avec amour éternel, Léa PS. Le collier qu'elle t'a donné a été le premier que j'ai fait quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai toujours su qu'un jour elle te le rendrait. » Quand Marc eut fini de lire, ses yeux étaient pleins de larmes. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait bâti un empire basé sur le contrôle et la logique se trouvait complètement perdu. Le bruit de la porte s'ouvrant le fit sursauter. Manon entra en courant, son cartable rebondissant sur son dos, s'arrêtant net en voyant Marc assis sur le canapé de sa grand-mère. « Mamie !» cria-t-elle excitée. « Le monsieur au joli costume est là. Ça veut dire que maman avait raison. » Marc la regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux bleus étaient exactement les mêmes que les siens. La forme de son menton, la façon dont elle fronçait les sourcils quand elle réfléchissait. C'était comme se voir enfant, mais avec le sourire lumineux de Léa. « Bonjour Manon, » dit-il doucement. « Oui, ta maman avait raison. » La petite fille s'approcha lentement, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Tu es mon papa ?» La question flotta dans l'air comme une bulle fragile. Marc sentit que tout son monde, toutes ses certitudes, tous ses plans soigneusement structurés s'effondraient et se reconstruisaient en un seul instant. « Oui, » répondit-il, sa voix à peine un murmure. « Je suis ton papa. » Manon sourit, ce sourire qu'elle avait hérité de Léa, et courut vers lui. Quand les petits bras l'entourèrent, Marc ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, un amour inconditionnel, pur, qui ne demandait rien en retour, sauf d'être rendu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marc Dubois pleura. Avez-vous déjà découvert quelque chose qui a complètement changé votre perspective de la vie? Pensez-vous que Marc pourra devenir le père dont Manon a besoin? Laissez-nous vos commentaires et dites-nous de quelle ville vous nous accompagnez dans cette histoire de seconde chance.
Deuxième partie. Cette nuit-là, Marc ne prit pas le vol de retour pour Paris. Pour la première fois en 15 ans de carrière professionnelle, il annula toutes ses réunions de la semaine suivante d'un simple appel à son assistante. « Vous êtes malade, monsieur Dubois ?» demanda Sophie, sa secrétaire, visiblement inquiète du changement soudain dans la routine de son patron. « Non, Sophie, je suis en train de découvrir quelque chose d'important, » répondit-il, regardant par la fenêtre de sa suite vers la Seine qui brillait sous les lumières nocturnes. « Redirigez tous les appels urgents vers Thomas. Il peut gérer l'opération cette semaine. » Après avoir raccroché, Marc resta longtemps à contempler le collier dans ses mains. Chaque détail lui rappelait Léa. Ses mains délicates modelant l'argile, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle se concentrait, le rire qui jaillissait comme de la musique quand il faisait une blague stupide. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu laisser la peur de l'engagement l'éloigner de la seule femme qui avait réussi à briser ses défenses? Le lendemain matin, de bonne heure, il frappa de nouveau à la porte de Geneviève. L'aîné le reçut avec un mélange d'espoir et de prudence. « Avez-vous réfléchi à ce que vous allez faire ?» lui demanda-t-elle en préparant du café dans une cuisine minuscule, mais impeccablement propre. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée, » admit Marc. « Toute ma vie, j'ai pris des décisions basées sur des analyses, des projections, des études de marché. Mais ceci est complètement différent. » Geneviève acquiesça avec compréhension. Manon est partie tôt vendre des fleurs sur la place des Vosges. C'est ce qu'elle fait tous les jours avant l'école pour aider aux dépenses. Sa voix se brisa légèrement. « Je ne peux plus travailler, et la pension suffit à peine pour la nourriture. » Marc sentit une douleur lancinante en imaginant sa fille, une enfant d'à peine 8 ans, travaillant pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. « Ça doit changer, » dit-il avec détermination. « Immédiatement. »« Monsieur Dubois, » intervint Geneviève avec douceur mais fermeté, « Manon est une enfant fière comme l'était sa mère. Vous ne pouvez pas simplement arriver et tout changer du jour au lendemain. Vous devez gagner sa confiance, la connaître vraiment. » Marc trouva Manon sur la place des Vosges, assise à côté de Colette, la fleuriste, l'aidant à confectionner de petits bouquets de lilas. La petite fille portait la même robe que la veille, mais maintenant propre et repassée avec soin. « Bonjour » salua-t-il, s'approchant lentement. Manon leva les yeux, et Marc put voir l'incertitude dans ses yeux bleus. « Tu viens nous dire au revoir » demanda-t-elle d'une petite voix. Les messieurs importants partent toujours après un jour. La question frappa Marc comme une gifle. Combien de fois avait-il fait exactement cela dans sa vie? Combien de personnes avait-il laissé derrière lui quand elles devenaient compliquées? « Non » répondit-il, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Je viens te demander si tu veux prendre le petit déjeuner avec moi, et ensuite, si tu veux, nous pourrons faire quelque chose ensemble. »« Comme quoi ?» demanda Manon, sa curiosité l'emportant sur la prudence. « Je ne sais pas. »« Qu'est-ce que tu aimes faire ?» Pour la première fois, Manon sourit. « J'aime peindre, comme maman, et j'aime aller à la rivière voir les bateaux, et j'aime la musique qu'il joua sur la place le dimanche. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Marc expérimenta quelque chose de complètement nouveau. Ils prirent des croissants et du chocolat chaud dans un café voisin où Manon lui raconta son école, ses dessins et comment elle avait appris à faire les fleurs en papier qu'elle vendait. « Maman m'a appris » expliqua-t-elle, ses petits doigts travaillant habilement le papier crépon. Elle disait que l'art est partout, il faut juste savoir le voir. Ensuite, ils allèrent à la Seine, où Manon lui montra son endroit préféré. Un petit banc de pierre sous un saule pleureur d'où l'on pouvait voir toute l'activité du fleuve. « C'est ici que je venais avec maman quand j'étais triste » murmura Manon. Elle disait que l'eau trouve toujours son chemin, peu importe le nombre de pierres dans la rivière. Marc s'assit à ses côtés, contemplant les eaux qui avaient vu passer des siècles d'histoire parisienne. « Ça t'a rendu triste que ta maman parte » demanda-t-il doucement. Manon hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Beaucoup, mais ça m'a aussi rendue heureuse de savoir que tu allais venir. Maman disait toujours que quand les gens s'aiment vraiment, l'amour trouve le moyen de les réunir, même si ça prend beaucoup de temps. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Marc, tandis qu'il revenait en marchant dans les rues pavées du quartier du Marais. Manon sautait entre les pierres, lui racontant des histoires sur chaque recoin, chaque place, chaque bâtiment qu'elle et Léa avaient vu grandir ensemble. Cet après-midi-là, pendant que Manon était à l'école, Marc visita l'ancien atelier de Léa. Le propriétaire actuel, un artisan âgé nommé François, se souvenait bien de lui. « Léa parlait beaucoup de vous », lui dit-il en lui montrant quelques-unes des œuvres que Léa avait laissées. « Surtout les derniers mois. Elle disait que vous étiez un homme bon perdu dans un monde qui ne vous laissait pas être qui vous étiez vraiment. » Marc s'arrêta devant un tableau qui le fit trembler. C'était un portrait de lui, clairement peint de mémoire, mais avec une expression qu'il ne s'était jamais vue. Sur le tableau, ses yeux avaient une chaleur, une vulnérabilité que Léa avait vue même quand il ne la reconnaissait pas lui-même. « Puis-je l'acheter »
demanda-t-il. « Il n'est pas à vendre, répondit François. Mais Léa m'a demandé de vous le donner si un jour vous veniez le chercher. » Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Marc appela son frère Philippe, le seul membre de sa famille avec qui il entretenait une relation proche. « Tu as une fille ?» demanda Philippe, incrédule. « Marc, comment est-ce possible que tu ne m'aies rien dit ?»« Parce que je ne le savais pas, répondit-il, la voix chargée de culpabilité. « J'ai été un idiot, Philippe, un idiot complet. » Il lui raconta toute l'histoire. Léa l'était d'il y a 7 ans, la lâcheté qui l'avait poussé à fuir quand les choses étaient devenues sérieuses, et maintenant Manon, une enfant magnifique et courageuse qui avait besoin d'un père. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Philippe. « Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. »« Peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin, » répondit son frère. « Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de planifier la vie et que tu commences à la vivre. » Le lendemain, Marc alla chercher Manon à l'école. La petite fille sortit en courant quand elle le vit, mais s'arrêta à quelques mètres de distance, comme si elle n'était pas sûre que ce soit réel. « Tu es revenu ?» demanda-t-elle, avec un mélange d'espoir et de peur dans la voix. « Je suis revenu, » confirma-t-il, « et je vais continuer à venir si tu veux. » Manon s'approcha lentement et prit sa main. Ses petits doigts étaient chauds et doux, et Marc sentit que quelque chose qui avait été brisé en lui commençait à guérir. « Tu veux connaître l'endroit où maman et moi allions le dimanche ?» demanda-t-elle. Elle le conduisit à une petite église au cœur du quartier du Marais, où il y avait une cour pleine d'orangers et une vieille fontaine. Manon s'assit sur le bord de la fontaine et sortit un carnet de dessin de son sac à dos. « C'est ici que je dessinais pendant que maman peignait, » expliqua-t-elle, lui montrant des pages remplies de croquis colorés. « Regarde, c'est toi. » Marc eut le souffle coupé. Le dessin montrait un homme grand et élégant, aux yeux bleus et au sourire doux, embrassant une petite fille. Dans le coin, avec l'écriture soignée d'une enfant de 8 ans, était écrit « Mon papa et moi, quand nous nous retrouverons enfin. »« Quand l'as-tu dessiné ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Il y a 3 mois, quand maman est devenue très malade. Elle m'a dit de dessiner comment j'imaginais que ce serait quand tu viendrais me chercher. » Marc serra Manon dans ses bras, sentant les larmes couler sur ses joues. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne se soucia pas de montrer sa vulnérabilité. Il ne se soucia pas que son costume se froisse ou que son image d'exécutif implacable s'effondre. Seul comptait cet enfant dans ses bras, qu'il avait attendu avec une foi inébranlable, qui avait cru en lui-même quand il ne croyait pas en lui-même. « Manon, » murmura-t-il contre ses cheveux bouclés, « aimerais-tu que nous allions ensemble acheter de nouvelles peintures ? Je crois qu'il est temps que tu commences à faire des dessins de choses que tu n'as plus à imaginer. » Le sourire qui illumina le visage de Manon fut plus éclatant que tous les contrats millionnaires que Marc avait signés dans sa vie. Tandis qu'il marchait main dans la main vers le magasin d'art le plus proche, Marc sentit qu'il faisait les premiers pas d'un voyage complètement nouveau. Un voyage où il n'y avait ni carte ni stratégie, seulement de l'amour, de la patience et la volonté d'apprendre à être le père que Manon méritait. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un à Paris avait commencé à poser des questions sur son absence soudaine, et que cette personne n'avait aucune intention de laisser sa nouvelle vie interférer avec les plans qu'ils construisaient ensemble depuis des années. Troisième partie. Tandis que Marc et Manon partageaient des glaces sur la place de la Concorde, regardant les derniers rayons du soleil dorer l'obélisque, son téléphone vibra avec insistance. C'était le 5e appel de Thomas Leroy au cours des 2 dernières heures. « Tu dois répondre ?» demanda Manon, remarquant la tension qui était apparue sur le visage de son père. « Non, » répondit Marc, éteignant complètement son téléphone. « La seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est d'être ici avec toi. » Mais à Paris, Thomas Leroy n'était pas un homme qui acceptait d'être ignoré. À 45 ans, il avait construit sa carrière d'avocat d'affaires en étant méticuleux, implacable et absolument loyal envers ses clients les plus importants. Marc Dubois n'était pas seulement son client le plus précieux, c'était son projet personnel le plus ambitieux. Pendant 10 ans, Thomas avait aidé Marc à bâtir son empire hôtelier, toujours avec un objectif clair en tête, la fusion avec la chaîne internationale Méditerranée Luxe, qui les transformerait en propriétaires du plus grand réseau hôtelier du sud de l'Europe. Cette fusion devait être signée dans exactement 3 semaines, et chaque jour perdu pouvait coûter des millions. « Où diable est-il » murmura Thomas, en examinant les rapports qu'il avait commandés à un détective privé. Les données étaient confuses. Marc était arrivé à Nice pour une réunion de routine, mais après cela, il avait disparu. Son assistante savait seulement qu'il avait tout annulé sans explication. Son chauffeur à Nice confirma qu'il l'avait déposé au centre historique et qu'il n'avait plus demandé ses services. Mais ce qui intriguait le plus Thomas, c'était une transaction récente. Marc avait transféré 50 000 € sur un compte à Nice. Une somme considérable,
mais pas assez importante pour être un problème commercial. Cependant, c'était complètement irrégulier pour quelqu'un d'aussi contrôlé avec ses finances personnelles. Thomas prit une décision. Si Marc ne répondait pas à ses appels, il irait personnellement à Nice le chercher. 3 jours plus tard, alors que Marc aidait Manon à faire ses devoirs de mathématiques dans le petit appartement de Geneviève, la sonnette retentit. Geneviève ouvrit et se retrouva face à un homme grand et élégant, aux cheveux parfaitement coiffés et au costume impeccable. « Bon après-midi, je cherche Marc Dubois. Je suis Thomas Leroy, son avocat. » Marc sentit son sang se glacer. Il avait été tellement absorbé par sa nouvelle réalité qu'il avait complètement oublié qu'il avait une autre vie qui l'attendait à Paris. « Thomas, dit-il, se levant lentement, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ce qui est si important pour que tu abandonnes 3 semaines avant la fusion la plus importante de ta carrière, répondit Thomas, son regard froid, balayant le modeste appartement. Et d'après ce que je vois, nous devons parler de toute urgence. Manon, qui avait observé l'échange avec curiosité, s'approcha de Marc et lui prit la main. Qui est ce monsieur, papa? La question flotta dans l'air comme une bombe, sur le point d'exploser. Thomas regarda la petite fille, puis Marc et enfin Geneviève, qui l'observait avec une méfiance maternelle. « Papa ?» répéta Thomas, sa voix chargée d'incrédulité. « Marc, qu'est-ce qui se passe ici ?»« Thomas, je te présente Manon, » dit Marc, serrant protectrice la main de sa fille. « Ma fille. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Thomas calculait mentalement les implications légales, financières et d'image que cette révélation pouvait avoir. Une fille inconnue, d'origine modeste, juste avant la fusion la plus importante de leur carrière. C'était un cauchemar de relations publiques. « Nous devons parler, dit-il finalement. En privé. » Marc regarda Manon, qui avait froncé les sourcils de cette manière qu'il connaissait déjà si bien. « Je vais bien, l'assura-t-il. Je vais juste parler à Thomas un instant. » Ils sortirent sur le petit balcon qui donnait sur la Seine. Le coucher de soleil peignait le fleuve de couleur dorée, mais la beauté du paysage n'adoucit pas la tension entre les deux hommes. « Tu es fou ?» éclata Thomas à voix basse. « Une fille illégitime maintenant. Sais-tu ce que cela peut faire à la fusion ?»« Elle n'est pas illégitime, » répondit Marc avec un calme qui le surprit. « C'est ma fille. Marc, écoute-moi bien. Nous avons travaillé 10 ans pour arriver à ce moment. La fusion avec Méditerranée Luxe nous rendra millionnaires. Nous ne pouvons pas permettre qu'un dérapage du passé ruine tout. » « Un dérapage ?» Marc sentit la rage monter en lui. « Thomas, cet enfant est ma fille. Et sa mère. Sa mère était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. C'était une peintre sans argent qui a eu un enfant avec toi et ne te l'a jamais dit, » répliqua Thomas brutalement. « Ça ne te semble pas suspect? Ça ne te semble pas qu'elle a peut-être vu une opportunité ?» Marc attrapa Thomas par le revers de son costume. « N'ose pas parler comme ça de Léa, et n'ose pas insinuer que Manon est autre chose qu'une bénédiction. » Thomas se libéra, lissant son costume de main tremblante. Il connaissait Marc depuis plus d'une décennie et ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. « D'accord, d'accord, dit-il, essayant de reprendre le contrôle. « Supposons que c'est vrai. Supposons que c'est ta fille. Cela ne signifie pas que tu doives changer toute ta vie. Tu peux établir un fonds fiduciaire, assurer son éducation, son avenir, mais tu ne peux pas simplement disparaître de Paris 3 semaines avant la fusion. Et si c'est exactement ce que je veux faire ?» demanda Marc. Thomas le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Tu ne peux pas être sérieux. Marc, tu es un homme d'affaires. Tu es rationnel, stratégique. Tu ne peux pas prendre des décisions de vie basées sur des émotions. Peut-être qu'il est temps que je commence à le faire. » Cette nuit-là, après que Thomas soit parti à son hôtel avec la promesse qu'il continuerait la conversation le lendemain, Marc resta éveillé sur le canapé de Geneviève, regardant Manon dormir dans la chambre d'à côté. L'aîné s'approcha silencieusement et lui offrit une tasse de tisane à la camomille. « Votre ami n'a pas l'air très content, » observa-t-elle, s'asseyant dans son fauteuil préféré. « Thomas n'est pas vraiment mon ami, » admit Marc. « C'est plutôt l'architecte de la vie que j'ai construite pour m'éloigner de tout ce qui compte vraiment. Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» Marc contempla le thé fumant dans ses mains. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai des responsabilités à Paris, des employés qui dépendent de moi, des accords à respecter. Mais d'un autre côté, vous avez une fille qui a plus besoin de vous que n'importe quelle affaire, » compléta Geneviève doucement. « C'est plus compliqué que ça. Thomas a raison sur quelque chose. Je suis responsable de beaucoup de personnes. Si la fusion échoue, des centaines d'employés pourraient perdre leur emploi. » Geneviève l'étudia de ses yeux sages. « Savez-vous ce que Léa m'a dit peu avant de mourir? Elle m'a dit que vous étiez un homme bon perdu dans un labyrinthe de votre propre construction, qu'un jour vous trouveriez la sortie, mais qu'il vous faudrait du courage pour la prendre. » Le lendemain, Thomas arriva tôt à l'appartement avec une proposition détaillée. Il avait travaillé toute la nuit à préparer ce qu'il considérait comme la solution parfaite. « Écoute-moi, dit-il,
étalant plusieurs documents sur la petite table à manger. J'ai pensé à tout. Nous établissons un fonds fiduciaire de 2 millions d'euros pour la petite. Nous lui assurons la meilleure éducation, les soins médicaux, tout ce dont elle a besoin. La grand-mère peut déménager dans un meilleur appartement. Tu remplis tes obligations paternelles sans détruire ta carrière. Marc examina les documents sans grand intérêt. Et qu'en est-il de Manon? Qu'en est-il du fait qu'elle a besoin de moi ici, maintenant? Les enfants sont adaptables, répondit Thomas. Avec le temps, elle comprendra que c'est la meilleure solution pour tous. Tu as des enfants, Thomas? La question prit l'avocat au dépourvu. Non, mais je ne vois pas ce que... Alors tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. À ce moment-là, Manon entra dans la cuisine, déjà habillée pour l'école. Elle avait entendu une partie de la conversation et son visage montrait une préoccupation qui ne correspondait pas à ses 8 ans. « Bonjour, papa », salua-t-elle, s'approchant pour faire un baiser sur la joue à Marc. « Le monsieur élégant veut que tu partes ?» Thomas se sentit mal à l'aise sous le regard direct de la petite fille. « Manon, c'est plus compliqué que ça », commença à expliquer Marc, mais elle l'interrompit. « Maman m'a dit que quand je trouverais mon papa, certaines personnes essaieraient de nous séparer parce qu'elles ne comprendraient pas à quel point l'amour est important. Elle m'a dit que ça arriverait, mais que si l'amour était vrai, il trouverait toujours le moyen. » Thomas se remua mal à l'aise sur sa chaise. Il avait affronté des cadres impitoyables. Il avait négocié avec des mafieux d'affaires, mais quelque chose dans la sérénité de cet enfant le désarmait complètement. « Manon, ton papa a des responsabilités très importantes, dit-il, essayant d'utiliser un ton paternel. Il doit retourner à Paris pour travailler. « Et il ne peut pas travailler ici ?» demanda-t-elle avec la logique simple de l'enfance. « Ou je ne peux pas aller avec lui ?» Marc sentit son cœur se briser. La simplicité de la question de Manon mettait en évidence l'absurdité de la situation. Pourquoi devait-ce être si compliqué? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement prendre sa fille et commencer une nouvelle vie? « Parce que ton papa n'est pas une personne normale, » répondit Thomas, avec plus de dureté que nécessaire. « C'est un homme d'affaires très important. Sa vie est différente de celle des autres. » Manon fronça les sourcils de cette manière si caractéristique. « Maman m'a dit que les personnes les plus importantes sont celles qui savent aimer. Tu sais aimer, monsieur élégant ?» La question fut comme une gifle pour Thomas. Il se leva brusquement de la table. « Marc, j'ai besoin d'une réponse aujourd'hui. Les investisseurs de Méditerranée Luxe commencent à poser des questions. Si tu ne reviens pas à Paris immédiatement, je peux perdre le contrôle de la situation. Et si la situation se perd, demanda Marc, se levant également, alors tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant 10 ans s'effondrera. Et cela n'affectera pas seulement ta fortune, cela affectera tous ceux qui dépendent de toi. » Marc accompagna Manon à l'école ce matin-là, marchant lentement dans les rues pavées du quartier du Marais. La petite fille était silencieuse, plus pensive que d'habitude. « Tu es inquiète à cause de ce que Thomas a dit ?» lui demanda-t-il finalement. Manon s'arrêta devant une vieille fontaine et s'assit sur le bord. « Maman m'a raconté beaucoup d'histoires sur toi. Elle m'a dit que tu étais très courageux pour les affaires, mais que tu avais peur d'autre chose. Quel genre de choses? Que les personnes importantes partent, comme ta maman est partie quand tu étais petit et ton papa quand tu étais adolescent. » Marc sentit comme un coup de poing. Léa avait compris ses peurs mieux que lui-même. « Elle t'a dit ça? » Elle m'a dit que parfois les gens construisent des murs très hauts pour se protéger, mais que les murs peuvent aussi devenir des prisons. Manon lui prit la main avec ses petits doigts. « Papa, je ne partirai pas. Et si tu dois partir pour le travail, je peux attendre. Mais peux-tu me promettre que tu vas revenir ?» Marc s'agenouilla devant elle, prenant son petit visage entre ses mains. « Manon, il y a quelque chose que tu dois savoir sur les promesses. Ce sont les choses les plus sacrées qui existent entre les personnes qui s'aiment. Et je te promets que quoi qu'il arrive, je serai toujours dans ta vie. Même si le monsieur élégant dit que tu ne peux pas. Même si tout le monde dit que je ne peux pas. » Cet après-midi-là, pendant que Manon était à l'école, Marc prit une décision qui allait tout changer. Il appela Philippe, son frère. « Frère, j'ai besoin que tu viennes à Nice immédiatement et amène ton meilleur avocat de famille. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur le point de déclarer une guerre que je ne suis pas sûr de pouvoir gagner. Mais je ne peux pas vivre avec moi-même si je ne la combats pas. » Puis il appela Sophie, son assistante à Paris. « Sophie, je veux que tu convoques une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain à 17 h. Et je veux qu'un notaire soit présent. Vous allez transférer vos actions, monsieur Dubois? Quelque chose comme ça. » Troisièmement, et le plus important, il se rendit à l'atelier où Léa avait travaillé. François, l'artisan, était en train de terminer une pièce de faïence quand Marc entra. « Je suis venu vous demander une faveur très spéciale, dit Marc. J'ai besoin que vous m'appreniez à faire quelque chose de mes mains. Quelque chose qui prouvera à ma fille que j'ai appris ce que sa mère voulait m'enseigner. » François sourit, ses mains tachées d'argile se déplaçant habilement sur le tour.
Léa disait toujours que vous aviez des mains d'artiste, mais que vous ne vous étiez jamais donné l'opportunité de le découvrir. Que voulez-vous créer? Quelque chose qui représente un nouveau commencement. Tandis que ses mains apprenaient à modeler l'argile, Marc ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis l'enfance. La satisfaction pure de créer quelque chose de beau sans autre motivation que l'amour. À 18 heures, quand Manon sortit de l'école, elle trouva Marc qui l'attendait avec les mains sales et un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?»« J'ai appris, » répondit-il, lui montrant ses mains tachées d'argile. « Tu veux m'accompagner dans un endroit spécial ?» Il la conduisit à l'atelier de François, où sur la table il y avait une petite figurine d'argile encore humide, une petite fille et un homme se tenant la main, avec des détails imparfaits, mais remplis d'amour. « C'est pour toi, » dit Marc, « pour que tu te souviennes que quoi qu'il arrive, nous serons toujours unis. » Manon toucha délicatement la figurine, ses yeux brillant de larmes de bonheur. « Tu l'as faite toi-même ?» Avec ses mains qui, je ne pensais pas, pourraient créer quelque chose de beau. Cette nuit-là, Philippe arriva à Nice accompagné de Marie Roux, une avocate spécialisée en droit de la famille, réputée pour être implacable mais juste. Quand Marc leur expliqua la situation, Marie alla droit au but. « Marc, légalement, vous êtes dans une position compliquée. Le fait que vous ayez abandonné votre vie antérieure peut être interprété comme une instabilité. Mais vous avez aussi des avantages importants. Vous êtes le père biologique, vous avez des ressources économiques, et l'enfant veut clairement être avec vous. Que dois-je faire? Démontrer que votre décision de changer de vie n'est pas une crise temporaire, mais un choix conscient et permanent. Vous avez besoin de stabilité, d'un foyer approprié, d'un plan de vie clair. Et si je ne veux pas retourner à Paris? Alors vous devez démontrer que vous pouvez construire une nouvelle vie ici qui soit aussi solide que celle que vous aviez là-bas. Le lendemain, Marc se connecta par visioconférence à la réunion du conseil d'administration de son entreprise à Paris. Les 8 membres du conseil le regardaient avec un mélange d'inquiétude et de frustration. « Marc, nous devons savoir quelles sont vos intentions, » dit Christine Legrand, la présidente du conseil. « La fusion avec Méditerranée Luxe est en danger et les investisseurs sont nerveux. »« Mes intentions sont très claires, » répondit Marc, sa voix ferme. « Je vais démissionner de mon poste de PDG exécutif et je vais vendre 70% de mes actions. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. « As-tu perdu la tête ?» demanda Thomas, qui avait spécialement fait le voyage pour être présent. « Sais-tu ce que cela signifie financièrement ? Cela signifie que j'aurai suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie, pour assurer l'avenir de ma fille et pour commencer quelque chose de nouveau qui compte vraiment pour moi. »« Marc, » intervint Christine, « nous comprenons que la découverte de votre fille a été choquante, mais vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi drastiques basées sur des émotions. »« Je ne prends pas de décisions basées sur des émotions, » répliqua Marc. « Je prends des décisions basées sur des valeurs, et j'ai découvert que mes valeurs ont complètement changé. » Il se leva de sa chaise et s'approcha de la caméra. « Pendant 15 ans, j'ai bâti un empire commercial. J'ai gagné plus d'argent que je ne pouvais en dépenser en 3 vies. J'ai eu du pouvoir, de l'influence, du respect. Mais je n'ai jamais eu ce que j'ai maintenant. Une famille qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Marc, réfléchis bien, » insista Thomas. « Sans l'entreprise, que vas-tu faire? Comment vas-tu subvenir aux besoins de la petite ?» Marc sourit, et pour la première fois depuis des années, son sourire atteignit complètement ses yeux. « Je vais ouvrir une école d'art pour enfants à Nice. Je vais utiliser mon expérience commerciale pour créer quelque chose qui rendra ma fille heureuse et honorera la mémoire de sa mère. Et je vais apprendre à être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Une école d'art? Christine semblait incrédule. « Marc, vous ne savez rien de l'art. »« Je ne savais rien, » corrigea-t-il, « mais j'apprends, et j'ai découvert que quand on fait quelque chose par amour, on apprend beaucoup plus vite. » Thomas se leva brusquement. « C'est absurde. Je ne vais pas permettre que tu détruises tout ce que nous avons construit pour un caprice. Ce n'est pas un caprice, Thomas. C'est un choix, et c'est mon choix. »« Eh bien, alors tu vas le faire seul, » dit Thomas, se dirigeant vers la porte. « Ne compte pas sur moi pour cette folie. »« Je n'ai jamais compté sur toi pour les choses qui comptent vraiment, » répondit Marc tranquillement. « C'est pourquoi j'ai mis si longtemps à les trouver. » Après que la visioconférence fut terminée, Marc resta assis en silence pendant plusieurs minutes. Il venait de brûler tous les ponts de son ancienne vie. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Philippe entra silencieusement et s'assit à côté de lui. « Es-tu sûr de ce que tu viens de faire? »« Pour la première fois de ma vie, je suis complètement sûr. Et si ça ne marche pas? Et si tu perds la garde de Manon ?» Marc se tourna vers son frère. « Philippe, tu te souviens quand nous étions enfants et que papa nous a abandonnés? Tu te souviens comment nous nous sommes promis que nous ne ferions jamais ça à nos enfants ?» Philippe acquiesça. « Eh bien, j'ai rompu cette promesse pendant 8 ans, sans même le savoir. Je ne la romprai pas un jour de plus.
Cet après-midi-là, Marc, Manon, Philippe et Marie allaient revoir plusieurs appartements dans des zones plus centrales de Nice. Ils devaient démontrer que Marc pouvait offrir un foyer stable et approprié à Manon. Dans le 3e appartement, un 3 pièces près de la promenade des Anglais avec vue sur la mer, Manon courut excitée de chambre en chambre. « Papa, regarde !» cria-t-elle de ce qui serait sa chambre. « D'ici, je peux voir l'atelier où maman travaillait. » Marc s'approcha de la fenêtre et en effet, au loin, on pouvait voir le petit bâtiment où Léa avait passé tant d'heures à créer de la beauté. « Tu aimes ?» demanda-t-il. « J'adore. Mais qu'en est-il de mamie ?»« Mamie vient avec nous, bien sûr. Elle aura sa propre chambre et tout le confort dont elle aura besoin. » Manon le serra fort dans ses bras. « Tu vas vraiment rester pour toujours ?»« Pour toujours, promit-il. Et cette fois, il savait que c'était une promesse qu'il pourrait tenir. 3 jours plus tard, Marie Roux revint pour l'évaluation officielle. Mais cette fois, elle se retrouva face à une situation complètement différente. Marc avait loué l'appartement, l'avait meublé de manière accueillante mais élégante et avait inscrit Manon dans l'une des meilleures écoles privées de Nice. Plus important encore, il avait présenté un plan d'affaires détaillé pour l'École d'art Léa Martin, un centre éducatif qui combinerait l'enseignement artistique traditionnel avec des programmes de développement entrepreneurial pour les jeunes. Impressionnant, admit Marie après avoir examiné toute la documentation. Mais je dois demander, n'est-ce pas tout cela un peu soudain ? Savez-vous ce qui est soudain ? Répondit Marc. Qu'une petite fille de 8 ans doive grandir sans son père parce qu'il était trop occupé à jouer à l'homme important. Ça, c'est soudain et terrible. Marie parla seule avec Manon pendant 20 minutes. Quand elle sortit de la pièce, son expression avait complètement changé. « Cette enfant est extraordinaire, » dit-elle à Marc. « Intelligente, équilibrée et évidemment très heureuse. Quoi que vous fassiez, ça fonctionne. Cela signifie que je vais recommander que la garde vous soit accordée à condition que vous mainteniez la stabilité que vous avez démontrée ces dernières semaines. » Cette nuit-là, pour fêter cela, Marc emmena Manon et Geneviève dîner dans l'un des meilleurs restaurants de Nice. Tandis qu'ils partageaient une salade niçoise que Manon insistait pour appeler de célébration, elle leva son verre de jus d'orange. « Un toast !» annonça-t-elle solennellement. « Pour maman qui a toujours su que cela allait arriver, pour mamie qui a pris soin de nous jusqu'à ce que papa puisse le faire, et pour papa qui a appris que l'amour est plus important que l'argent. » Marc leva son verre de vin les yeux humides. « Et pour toi, Manon, pour m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison. » Alors qu'il trinquait, Marc vit son reflet dans la fenêtre du restaurant. L'homme qui le regardait avait le même visage, mais une expression complètement différente. Les lignes de tension autour de ses yeux avaient disparu, remplacées par une paix qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Mais juste au moment où tout semblait avoir trouvé sa place, son téléphone vibra avec un message qui lui fit arrêter le cœur. « Marc, c'est Colette, la fleuriste. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé quelque chose que Léa voulait que vous ayez, mais seulement si vous montriez que vous étiez prêt. Je crois que vous l'êtes maintenant. » Le message était accompagné d'une photo, une boîte en bois peinte à la main avec les initiales de Léa que Marc n'avait jamais vues auparavant. Manon remarqua son changement d'expression. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Marc rangea son téléphone, décidant que certains mystères pouvaient attendre jusqu'à demain. Cette nuit était pour célébrer ce qu'ils avaient gagné, pas pour s'inquiéter de ce qu'ils pourraient encore découvrir. Rien d'important, ma petite, juste quelqu'un qui veut nous féliciter pour notre nouveau commencement. Mais au fond de son cœur, Marc savait que Léa avait encore une dernière surprise pour lui. 5e partie. Le lendemain matin arriva trop tôt, accompagné de plus d'appels téléphoniques et d'un article dévastateur en première page du journal Le Figaro économique. Le magnate disparu, crise nerveuse ou chantage émotionnel. La photo montrait Marc entrant dans un supermarché du quartier avec Manon, mais l'angle et le contexte le faisaient paraître comme un homme désorienté dans un environnement qui ne lui convenait pas. Marc plia le journal sans le terminer de lire. Il n'avait pas besoin de plus de poison pour ce qui lui semblait déjà être la bataille de sa vie. « Tu es très inquiet, papa ?» demanda Manon, qui l'observait depuis la table où elle prenait son petit déjeuner. « Je réfléchis, » répondit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ?» Manon mastiqua pensivement sa tartine à la confiture. Maman disait toujours que quand les choses deviennent difficiles, il faut se souvenir de ce qui est le plus important et se battre pour ça. Peu importe ce que disent les autres. « Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi ?»« Que nous restions une famille, » répondit-elle sans hésitation. « Toi, moi et mamie, comme maintenant. » La simplicité de sa réponse contrastait douloureusement avec la complexité de la situation qu'ils affrontaient. Mais cela donna aussi à Marc la clarté dont il avait besoin.
Cet après-midi-là, pendant que Manon était à l'école, Marc prit 3 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, il appela Philippe. « Frère, j'ai besoin que tu viennes à Nice immédiatement et amène ton meilleur avocat de famille. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je suis sur le point de déclarer une guerre que je ne suis pas sûr de pouvoir gagner. Mais je ne peux pas vivre avec moi-même si je ne la combats pas. » Deuxièmement, il appela Sophie, son assistante à Paris. « Sophie, je veux que tu convoques une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour demain à 17 h, et je veux qu'un notaire soit présent. Vous allez transférer vos actions, monsieur Dubois. Quelque chose comme ça. » Troisièmement, et le plus important, il se rendit à l'atelier où Léa avait travaillé. François, l'artisan, était en train de terminer une pièce de faïence quand Marc entra. « Je suis venu vous demander une faveur très spéciale, dit Marc. J'ai besoin que vous m'appreniez à faire quelque chose de mes mains, quelque chose qui prouvera à ma fille que j'ai appris ce que sa mère voulait m'enseigner. » François sourit, ses mains tachées d'argile se déplaçant habilement sur le tour. Léa disait toujours que vous aviez des mains d'artiste, mais que vous ne vous étiez jamais donné l'opportunité de le découvrir. Que voulez-vous créer? Quelque chose qui représente un nouveau commencement. Tandis que ses mains apprenaient à modeler l'argile, Marc ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis l'enfance, la satisfaction pure de créer quelque chose de beau sans autre motivation que l'amour. À 18 h, quand Manon sortit de l'école, elle trouva Marc qui l'attendait avec les mains sales et un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu as fait, papa ?»« J'ai appris, répondit-il, lui montrant ses mains tachées d'argile. « Tu veux m'accompagner dans un endroit spécial ?» Il la conduisit à l'atelier de François, où sur la table, il y avait une petite figurine d'argile encore humide. Une petite fille et un homme se tenant la main, avec des détails imparfaits mais remplis d'amour. « C'est pour toi, » dit Marc, « pour que tu te souviennes que quoi qu'il arrive, nous serons toujours unis. » Manon toucha délicatement la figurine, ses yeux brillants de larmes de bonheur. « Tu l'as faite toi-même, avec ces mains qui je ne pensais pas pourraient créer quelque chose de beau. » Cette nuit-là, Philippe arriva à Nice accompagné de Marie Roux, une avocate spécialisée en droit de la famille, réputée pour être implacable mais juste. Quand Marc leur expliqua la situation, Marie alla droit au but. « Marc, légalement, vous êtes dans une position compliquée. Le fait que vous ayez abandonné votre vie antérieure peut être interprété comme une instabilité, mais vous avez aussi des avantages importants. Vous êtes le père biologique, vous avez des ressources économiques, et l'enfant veut clairement être avec vous. Que dois-je faire? Démontrer que votre décision de changer de vie n'est pas une crise temporaire, mais un choix conscient et permanent. Vous avez besoin de stabilité, d'un foyer approprié, d'un plan de vie clair. Et si je ne veux pas retourner à Paris, alors vous devez démontrer que vous pouvez construire une vie nouvelle ici qui soit aussi solide que celle que vous aviez là-bas. Le lendemain, Marc se connecta par visioconférence à la réunion du conseil d'administration de son entreprise à Paris. Les 8 membres du conseil le regardaient avec un mélange d'inquiétude et de frustration. « Marc, nous devons savoir quelles sont vos intentions, » dit Christine Legrand, la présidente du conseil. « La fusion avec Méditerranée Luxe est en danger et les investisseurs sont nerveux. »« Mes intentions sont très claires, » répondit Marc, sa voix ferme. « Je vais renoncer à mon poste de PDG exécutif et je vais vendre 70% de mes actions. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. « As-tu perdu la tête ?» demanda Thomas, qui avait spécialement fait le voyage pour être présent. « Sais-tu ce que cela signifie financièrement ? Cela signifie que j'aurai suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie, pour assurer l'avenir de ma fille et pour commencer quelque chose de nouveau qui compte vraiment pour moi. »« Marc, » intervint Christine, « nous comprenons que la découverte de votre fille a été choquante, mais vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi drastiques basées sur des émotions. » « Je ne prends pas de décisions basées sur des émotions, » répliqua Marc. « Je prends des décisions basées sur des valeurs, et j'ai découvert que mes valeurs ont complètement changé. » Il se leva de sa chaise et s'approcha de la caméra. « Pendant 15 ans, j'ai bâti un empire commercial. J'ai gagné plus d'argent que je ne pouvais en dépenser en 3 vies. J'ai eu du pouvoir, de l'influence, du respect. Mais je n'ai jamais eu ce que j'ai maintenant. Une famille qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » « Marc, réfléchis bien, » insista Thomas. « Sans l'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu subvenir aux besoins de la petite ?» Marc sourit, et pour la première fois depuis des années, son sourire atteignit complètement ses yeux. « Je vais ouvrir une école d'art pour enfants à Nice. Je vais utiliser mon expérience commerciale pour créer quelque chose qui rendra ma fille heureuse et honorera la mémoire de sa mère. Et je vais apprendre à être le père que j'aurais dû être depuis le début. » « Une école d'art ?» Christine semblait incrédule. « Marc, vous ne savez rien de l'art. » « Je ne savais rien, corrigea-t-il, mais j'apprends, et j'ai découvert que quand on fait quelque chose par amour, on apprend beaucoup plus vite. » Thomas se leva brusquement. « C'est absurde.
Je ne vais pas permettre que tu détruises tout ce que nous avons construit pour un caprice. Ce n'est pas un caprice, Thomas. C'est un choix. Et c'est mon choix. Eh bien, alors tu vas le faire seul, dit Thomas, se dirigeant vers la porte. Ne compte pas sur moi pour cette folie. Je n'ai jamais compté sur toi pour les choses qui comptent vraiment, répondit Marc tranquillement. C'est pourquoi j'ai mis si longtemps à les trouver. Après que la visioconférence fut terminée, Marc resta assis en silence pendant plusieurs minutes. Il venait de brûler tous les ponts de son ancienne vie. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Philippe entra silencieusement et s'assit à côté de lui. « Es-tu sûr de ce que tu viens de faire? Pour la première fois de ma vie, je suis complètement sûr. Et si ça ne marche pas? Et si tu perds la garde de Manon ?» Marc se tourna vers son frère. « Philippe, tu te souviens quand nous étions enfants et que papa nous a abandonnés? Tu te souviens comment nous nous sommes promis que nous ne ferions jamais ça à nos enfants ?» Philippe acquiesça. « Eh bien, j'ai rompu cette promesse pendant 8 ans, sans même le savoir. Je ne la romprai pas un jour de plus. » Cet après-midi-là, Marc, Manon, Philippe et Marie allèrent voir plusieurs appartements dans des zones plus centrales de Nice. Ils devaient démontrer que Marc pouvait offrir un foyer stable et approprié à Manon. Dans le 3e appartement, un 3 pièces près du vieux Nice avec vue sur la mer, Manon courut excitée de chambre en chambre. « Papa, regarde !» cria-t-elle de ce qui serait sa chambre. « D'ici, je peux voir l'atelier où maman travaillait. » Marc s'approcha de la fenêtre et en effet, au loin, on pouvait voir le petit bâtiment où Léa avait passé tant d'heures à créer de la beauté. « Tu aimes ?» demanda-t-il. « J'adore. Mais qu'en est-il de mamie? Mamie vient avec nous, bien sûr. Elle aura sa propre chambre et tout le confort dont elle aura besoin. » Manon l'embrassa fort. « Tu vas vraiment rester pour toujours? »« Pour toujours, promit-il. Et cette fois, il savait que c'était une promesse qu'il pourrait tenir. 3 jours plus tard, Marie Roux revint pour l'évaluation officielle. Mais cette fois, elle se retrouva face à une situation complètement différente. Marc avait loué l'appartement, l'avait meublé de manière accueillante mais élégante et avait inscrit Manon dans l'une des meilleures écoles privées de Nice. Plus important encore, il avait présenté un plan d'affaires détaillé pour l'École d'art Léa Martin, un centre éducatif qui combinerait l'enseignement artistique traditionnel avec des programmes de développement entrepreneurial pour les jeunes. Impressionnant, admit Marie après avoir examiné toute la documentation. Mais je dois demander, n'est-ce pas tout cela un peu soudain? Savez-vous ce qui est soudain? Répondit Marc. Qu'une petite fille de 8 ans doive grandir sans son père parce qu'il était trop occupé à jouer à l'homme important. Ça, c'est soudain et terrible. Marie parla seule avec Manon pendant 20 minutes. Quand elle sortit de la pièce, son expression avait complètement changé. « Cet enfant est extraordinaire », lui dit-elle à Marc. « Intelligente, équilibrée et évidemment très heureuse. Quoi que vous fassiez, ça fonctionne. Cela signifie que je vais recommander que la garde vous soit accordée, à condition que vous mainteniez la stabilité que vous avez démontrée ces dernières semaines. » Cette nuit-là, pour fêter cela, Marc emmena Manon et Geneviève dîner dans l'un des meilleurs restaurants de Nice. Tandis qu'ils partageaient une bouillabaisse que Manon insistait pour appeler de célébration, elle leva son verre de jus d'orange. « Un toast », annonça-t-elle solennellement, « pour maman, qui a toujours su que cela allait arriver, pour mamie, qui a pris soin de nous jusqu'à ce que papa puisse le faire, et pour papa qui a appris que l'amour est plus important que l'argent. » Marc leva son verre de vin, les yeux humides. « Et pour toi, Manon, pour m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison. » Alors qu'il trinquait, Marc vit son reflet dans la fenêtre du restaurant. L'homme qui le regardait avait le même visage, mais une expression complètement différente. Les lignes de tension autour de ses yeux avaient disparu, remplacées par une paix qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Mais juste au moment où tout semblait avoir trouvé sa place, son téléphone vibra avec un message qui lui fit arrêter le cœur. « Marc, c'est Colette, la fleuriste. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai trouvé quelque chose que Léa voulait que vous ayez, mais seulement si vous montriez que vous étiez prêt. Je crois que vous l'êtes maintenant. » Le message était accompagné d'une photo, une boîte en bois peinte à la main avec les initiales de Léa, que Marc n'avait jamais vue auparavant. Manon remarqua son changement d'expression. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Marc rangea son téléphone, décidant que certains mystères pouvaient attendre jusqu'à demain. Cette nuit était pour célébrer ce qu'ils avaient gagné, pas pour s'inquiéter de ce qu'ils pourraient encore découvrir. Rien d'important, ma petite, juste quelqu'un qui veut nous féliciter pour notre nouveau commencement. Mais au fond de son cœur, Marc savait que Léa avait encore une dernière surprise pour lui. 6e partie. Le lendemain matin, Marc se réveilla avec un sentiment d'anticipation qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il était enfant à Noël. Le message de Colette avait éveillé quelque chose en lui. La certitude que Léa, d'une manière ou d'une autre, avait orchestré chaque moment de cette transformation.
Après avoir conduit Manon à l'école, il se dirigea vers la place des Vosges. Colette l'attendait à son stand de fleurs, mais cette fois elle avait fermé tôt et avait affiché un panneau disant « Affaires familiales ». « Bonjour Marc », le salua-t-elle avec un sourire mêlant nostalgie et émotion. « Êtes-vous prêt pour la dernière surprise de Léa ?» Elle lui tendit la boîte en bois qu'il avait vue sur la photo. Elle était plus belle en personne, peinte avec les mêmes couleurs vibrantes qui caractérisaient le travail de Léa, décorée de petites fleurs qui semblaient danser autour des initiales LM plus MD gravées sur le couvercle. « Léa me l'a donnée il y a 3 ans, expliqua Colette. Elle m'a dit de ne vous la donner que quand je serais sûre que vous aviez retrouvé le chemin de l'amour. Marc ouvrit la boîte de ses mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva plusieurs objets soigneusement enveloppés, des photographies, des lettres, et au centre, un petit journal intime à la couverture en cuir usé. La première photographie le frappa comme un éclair. C'était lui et Léa pendant cet été d'il y a 8 ans, mais il ne se souvenait pas l'avoir prise. Ils étaient assis au bord de la mer à Nice, il tenait Léa dans ses bras, et tous deux riaient de quelque chose que l'appareil photo avait capturé pour l'éternité. Ce qui le toucha le plus fut l'expression de son propre visage, un bonheur pur et simple qu'il avait oublié posséder. Sous la photo, avec l'écriture délicate de Léa, il y avait une note. « Le jour où j'ai su que je t'aimerais pour toujours ». La deuxième photographie montrait Léa enceinte, debout dans le même atelier où Marc avait appris à travailler l'argile quelques jours plus tôt. Elle avait les mains sur son ventre arrondi et un sourire serein qui rayonnait d'un bonheur complet. Mais ce fut la troisième photographie qui le fit pleurer. C'était Manon nouveau-né, dormant dans un berceau simple avec un minuscule collier autour de son petit cou, le même collier que Manon lui avait donné des semaines auparavant. « Léa a fait ce collier quand Manon est née », expliqua Colette doucement. Elle a dit qu'un jour sa fille le rendrait à son père et que ce serait le moment où il saurait que l'amour avait retrouvé son chemin. Marc ouvrit le journal intime avec respect. Les pages étaient remplies de l'écriture de Léa, documentant non seulement les premières années de vie de Manon, mais aussi ses propres sentiments envers Marc, ses espoirs qu'il revienne un jour, et ses plans pour s'assurer que lorsque ce moment arriverait, il serait prêt à être le père que Manon méritait. Une entrée datée d'il y a 2 ans lui brisa le cœur. Manon m'a demandé aujourd'hui pourquoi son papa n'est pas avec nous. Je lui ai dit qu'il apprenait à être courageux et que quand il aurait fini d'apprendre, il viendrait nous chercher. Elle m'a demandé combien de temps il fallait pour apprendre à être courageux. Je lui ai dit que ça dépendait de la quantité d'amour que tu devais découvrir en toi. Marc a beaucoup d'amour en réserve, mais aussi beaucoup de peur. Un jour, l'amour gagnera. Une autre entrée d'à peine 6 mois auparavant, quand Léa savait déjà qu'elle allait mourir, j'ai décidé de laisser des indices à Marc pour qu'il puisse trouver Manon quand je ne serai plus là. Mais ce ne seront pas des indices évidents, ce seront des épreuves. Il devra montrer qu'il a appris à valoriser ce qui compte vraiment, avant de gagner le droit d'être le père de notre fille. Colette sera ma complice. Elle saura quand il sera prêt. Marc leva les yeux vers Colette. Vous saviez depuis le début que j'étais le père de Manon ?» Colette acquiesça. Léa m'a tout raconté sur vous des années auparavant. Quand vous êtes apparu sur la place ce premier jour, je vous ai immédiatement reconnu. Mais je devais être sûr que vous aviez vraiment changé. Et qu'est-ce qui vous a convaincu? La façon dont vous avez regardé Manon quand vous avez réalisé que c'était votre fille. Et ensuite, la façon dont vous avez changé toute votre vie pour elle, sans hésiter, malgré tout ce que vous alliez perdre. Marc continua à lire le journal. Il y avait des pages et des pages sur Manon, ses premiers mots, ses premiers pas, ses dessins, ses rêves, ses questions sur son père. Léa avait tout documenté, comme si elle savait qu'un jour, Marc voudrait récupérer chaque moment perdu. Mais la dernière entrée du journal le laissa sans voix. Si tu lis ceci, Marc, cela signifie que tu as retrouvé ton chemin vers l'amour. Cela signifie que tu as choisi Manon par-dessus tout le reste. Cela signifie que tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Il y a une chose de plus que tu dois savoir. Dans l'atelier où je travaillais, derrière le four à faïence, il y a une brique lâche. Derrière cette brique, tu trouveras mon dernier cadeau pour toi et pour Manon. Ce n'est ni de l'or ni de l'argent. C'est quelque chose de bien plus précieux. Je t'aime, Marc. Je t'ai toujours aimé. Et maintenant que tu as retrouvé ton chemin vers la maison, je sais que tu prendras soin de notre fille avec le même amour infini que tu as toujours porté dans ton cœur, même s'il t'a fallu du temps pour le trouver. Bienvenue à la maison. Avec amour éternel, Léa. Marc ferma le journal et resta assis en silence pendant plusieurs minutes, absorbant l'ampleur de l'amour que Léa avait ressenti pour lui, même quand il avait été trop lâche pour le lui rendre. « Je dois aller à l'atelier », dit-il à Colette. « Je sais, répondit-elle. Je m'occuperai de Manon quand elle sortira de l'école. Vous vous retrouverez à la maison quand vous serez prêt. » Marc courut presque jusqu'à l'atelier de François.
L'artisan le reçut avec compréhension, comme s'il avait attendu ce moment. « Elle m'a demandé de vous dire où chercher quand le moment serait venu, » dit-il simplement, désignant le coin où se trouvait le four. Marc trouva la brique lâche derrière le four et l'enleva avec précaution. À l'intérieur, il y avait une bourse en cuir soigneusement scellée. De main tremblante, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait deux choses. Une bague de fiançailles simple mais magnifique et une lettre adressée à Manon. Marc lut la lettre de Léa à sa fille. « Ma chère Manon, si ton papa te donne cette lettre, cela signifie que vous êtes enfin ensemble comme je l'ai toujours rêvé. Cette bague est celle que ton papa m'a donnée il y a 8 ans quand il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, mais il a eu peur et est parti avant que nous puissions nous marier. Je ne la garde pas par rancune. Je la garde parce que je savais qu'un jour il reviendrait, et quand il le ferait, il voudrait me la redonner. Mais comme je ne serai pas là, je veux que tu la lui rendes. Dis-lui que ma réponse est toujours oui. Oui à une vie pleine d'amour. Oui à une vraie famille. Oui à toutes les années heureuses que vous pouvez passer ensemble. Et dis-lui de ne pas se sentir coupable pour le temps perdu. Tout arrive quand ça doit arriver. Et vous vous êtes rencontrés exactement quand vous étiez prêts à vous rencontrer. Je t'aime plus que les étoiles dans le ciel. Maman. Marc s'effondra sur une chaise, complètement submergé. Il se souvenait parfaitement du jour où il avait acheté cette bague. Il avait été si sûr, si rempli d'amour et d'espoir. Mais quand vint le moment de la donner à Léa, la panique l'avait envahi. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si l'amour n'était pas suffisant? Et si la réalité détruisait la magie qu'ils avaient créée ensemble? Alors il avait fui, emportant la bague et enterrant ses sentiments si profondément qu'il lui avait fallu 8 ans pour les déterrer. Maintenant, tenant la bague dans ses mains, il réalisa que Léa avait gardé bien plus qu'un bijou. Elle avait gardé la foi en leur amour, l'espoir en leur avenir ensemble, et la certitude qu'un jour il trouverait le courage d'être l'homme qu'elle savait qu'il pouvait être. Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, il trouva Manon dans la cuisine, aidant Geneviève à préparer le dîner. Sa fille courut vers lui avec son étreinte habituelle, mais s'arrêta en voyant son expression. « Ça va, papa? Tu as l'air différent. » Marc s'agenouilla devant elle et sortit la lettre de Léa. « J'ai quelque chose de très spécial à te donner. C'est de ta maman. » Tandis que Manon lisait la lettre, ses yeux se remplirent de larmes de bonheur. Quand elle eut fini, elle regarda Marc avec un sourire qui était exactement le même que celui de Léa. « Tu veux épouser maman ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Marc. « Je sais que ça peut paraître étrange parce qu'elle n'est plus là, mais ça ne paraît pas étrange, » l'interrompit Manon. « Ça paraît parfait. » Elle prit la bague des mains de Marc et l'examina soigneusement. « Elle est magnifique. Maman aurait dit oui. Comment le sais-tu? » Parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit que le jour où tu reviendrais serait le jour le plus heureux de sa vie, même si elle n'était pas là pour le voir. Manon lui rendit la bague. « Mais je pense que tu devrais la donner à quelqu'un qui peut la porter. » Elle marcha jusqu'à la table où elle avait dessiné et prit un papier. C'était un dessin de 3 personnes se tenant la main. Un homme, une petite fille et une femme translucide qui semblait flotter au-dessus d'eux avec un sourire radieux. « Tu vas la porter avec nous pour toujours, » dit Manon simplement. « Dans nos cœurs, dans nos souvenirs et dans tout l'amour qu'elle nous a enseigné. » Cette nuit-là, tous 3 s'assirent sur le balcon pour regarder les étoiles au-dessus de la Seine. Marc tenait Manon blottie sur ses genoux, et Geneviève les observait avec la satisfaction de celle qui a vu un rêve attendu depuis longtemps se réaliser. « Papa » murmura Manon, à moitié endormie. « Oui, ma petite, tu crois que maman peut nous voir maintenant ?» Marc leva les yeux vers les étoiles, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue. « Je crois que ta maman peut toujours nous voir, et je crois qu'elle est très fière de nous. » Parce que tu as retrouvé le chemin de la maison? Parce que j'ai appris que la maison n'est pas un lieu, répondit-il, embrassant sa tête. C'est là où est ta famille. 1 mois plus tard, Marc organisa une cérémonie petite et intime dans le jardin de l'atelier où Léa avait l'habitude de travailler. Ce n'était pas un mariage traditionnel, mais c'était une promesse d'honorer sa mémoire, de prendre soin de sa fille et de vivre le reste de sa vie avec l'amour comme guide. Manon fut chargée de placer la bague sur un petit autel qu'ils avaient construit ensemble, décoré de fleurs et d'une des dernières peintures de Léa, un coucher de soleil sur la Seine qui semblait briller de sa propre lumière. Quand tout fut terminé, Manon prit la main de Marc. « Tu es heureux, papa ?» Marc regarda autour de lui, le petit groupe d'amis qu'ils avaient rencontré à Nice, Geneviève qui souriait les larmes aux yeux, Colette qui avait apporté des fleurs fraîches du marché, Philippe et sa famille qui avaient voyagé depuis Paris pour être présents. Mais surtout, il regarda Manon, sa fille extraordinaire, qui avait été assez courageuse pour donner un collier à un étranger et changer sa vie pour toujours. « Je suis plus heureux que je ne l'aurais cru possible. »
répondit-il. 6 mois plus tard, l'école d'art Léa Martin ouvrit ses portes dans un magnifique bâtiment restauré près du centre historique de Nice. Marc avait investi non seulement son argent, mais son cœur pour créer un lieu où les enfants pouvaient découvrir leur créativité tout en apprenant les bases de la pensée entrepreneuriale. Manon fut sa première élève officielle et aussi sa consultante la plus honnête. « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans l'école, papa ?» lui demanda-t-elle un jour alors qu'ils peignaient ensemble dans l'atelier principal. « Quoi ? C'est qu'ici les enfants apprennent qu'ils peuvent être artistes et entrepreneurs en même temps, comme toi. » Marc sourit regardant l'autoportrait qu'il était en train de peindre. Un homme aux mains tachées de peinture, entouré d'enfants qui riaient et créaient, avec la scène brillante en arrière-plan et une présence lumineuse qui semblait bénir toute la scène. « Tu sais ce que j'ai appris, Manon ? Quoi ? Que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en pouvoir. Il se mesure au nombre de vies que tu peux toucher avec amour. » Manon posa son pinceau et l'embrassa, le tachant de peinture bleue. « Alors tu es l'homme le plus réussi du monde. » En l'embrassant, Marc ferma les yeux et un instant il aurait pu jurer qu'il sentait les bras de Léa les entourer tous les deux, complétant enfin le cercle d'amour qui avait commencé 8 ans auparavant avec un collier artisanal et la foi inébranlable d'une femme qui savait que l'amour trouve toujours son chemin vers la maison. Au coucher du soleil, quand les derniers élèves étaient repartis, Marc et Manon montèrent sur la terrasse de l'école. De là, ils pouvaient voir tout Nice s'étendre devant eux. La vieille ville avec ses ruelles colorées, le port avec ses bateaux de pêche, le quartier du Marais où ils avaient commencé leur histoire ensemble, et la Méditerranée qui s'étendait à l'infini, portant avec elle les histoires d'amour de générations de Niçois. « Papa » dit Manon se blottissant contre son épaule. « Oui, je crois que maman avait raison. » « Sur quoi ? Sur le fait que l'amour trouve toujours son chemin. Même si ça prend beaucoup de temps, même s'il y a beaucoup de pierres sur le chemin, il trouve toujours son chemin. » Marc embrassa le front de sa fille et regarda les premières étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel provençal. « Oui, ma petite, maman avait raison sur beaucoup de choses, mais surtout elle avait raison sur nous. » Au loin, les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, marquant la fin d'une autre journée et le début d'une autre nuit dans la ville qui les avait vus renaître en famille. Et en ce moment parfait, Marc sut avec une certitude absolue qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir. Un foyer fait d'amour, une famille choisie avec le cœur et un avenir construit sur la base inébranlable de ce qui compte vraiment. Le collier des souvenirs avait tenu sa promesse. Il les avait ramenés l'un à l'autre, exactement comme Léa l'avait prévu. Et même si elle n'était plus physiquement avec eux, son amour vivait dans chaque sourire de Manon, dans chaque décision que Marc prenait avec son cœur, et dans chaque jour où il choisissait d'être une famille. L'amour avait trouvé son chemin. Finalement, tout le monde était à la maison. Ceci a été l'histoire de Le Collier des Souvenirs, une histoire sur les secondes chances, le pouvoir transformateur du véritable amour et le courage de choisir ce qui compte vraiment. Qu'avez-vous pensé du voyage de Marc et Manon? Avez-vous vécu un moment dans votre vie où vous avez dû choisir entre le succès professionnel et le bonheur personnel? Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur, de commenter quelle partie vous a le plus plu et de quelle ville vous nous accompagnez, de liker si vous croyez que l'amour trouve toujours son chemin, de suggérer de nouveaux thèmes pour de futures histoires. Votre soutien nous permet de continuer à créer des histoires qui inspirent, émeuvent et rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison.